Aujourd'hui, on a pris le sport avant les élections, mais pour vous, c'est dimanche, allez voter. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment le moment de passer dans d'autres temporalités, d'aller voir ce qui se passe. J'ai presque envie de dire quand l'avenir dure longtemps, mais le titre est beau, le livre est dégueulasse. Ce qui va se passer loin, 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 et ça, on va le faire avec, évidemment, un magnifique ouvrage de science-fiction. Le livre dont je veux parler aujourd'hui, c'est celui-ci. Oh bah, c'est moche avec le prix d'occasion. Oh, je vais mettre la main devant. Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Arburg, qui est, je crois, française, en tout cas francophone. Prix extraordinaire des Utopiales en 2018 pour toute sa carrière. C'est la première fois que j'en lis. C'est quelqu'un que je vois passer de temps en temps sur les réseaux sociaux et toujours avec sympathie. Et je pense que je vais la suivre. Oh, c'est probablement Book and Chill qui me l'avait recommandé. C'était un nom que je voyais passer. Et si Book and Chill le recommande, je le lis. Mais généralement, je lis pas ce qu'elle lit. En tout cas, allez vous abonner à sa chaîne. Parce qu'elle est extraordinaire. J'ai adoré. Mais je vais expliquer pourquoi est-ce qui m'intéressait de là-dedans. Probablement en lire quelques passages. Alors, Pavé, ça fait des semaines que je dis « Ah là là, je voulais en parler, j'ai pas pu. » Ça y est. C'est le moment, je viens juste de le finir en rush. Il est 23h. Moins 4. C'est splendide. C'est splendide. Alors bon, on est dans le pavé, hein, presque 800 pages. Donc là, je suis chez Folio SF. C'est sorti en 1992. Le peu que j'ai regardé a visiblement été quand même remarqué. Tiens, j'ai pas lu la préface, qui est très probablement très bien. C'est sorti en 92 aux éditions Québec-Amérique. Donc elle doit être, j'imagine, canadienne. Et c'est une nouvelle édition qui en constitue l'édition définitive. Et ceci n'est pas un roman féministe de science-fiction. Je pense que j'aurais dû le lire avant de tourner. Parce que pour moi, ça va être féministe, mais... En fait, c'est pas la question féministe qui m'intéresse là-dedans, c'est celle du temps. Mais la question du temps est toujours une question féministe. En tout cas, c'est ce que j'avais essayé d'expliquer à propos du Lavinia d'Ursula Le Guin, qui m'a énormément marqué. Et qui, là, je suis très touchée par l'épigraphe à toutes mes mères et surtout à la première qui ne l'a pas lu et ne le lira jamais. Bon, évidemment, là, ça me touche beaucoup. Alors, bon... Oui, bon, je lirai la préface, mais je lis plus les préfaces, en fait, maintenant, quand je suis plus dans un mode d'étude où je les lis après coup, mais plus du tout avant. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça raconte? Comment ça se passe? On va commencer. Je vais peut-être expliquer ce qu'on appelle une keep it, c'est-à-dire le début. Je suis un peu chamboulée, là, parce que la fin est superbe et je viens de le finir. Et tant de beauté dans un monde scellé, c'est pas humain. On s'en sort pas. Je l'ouvre. Alors, j'ai mis du temps à le lire, mais ça, c'est lié au fait que je l'ai très peu transporté dans mon sac à dos, même si je l'ai un peu fait. Et que je m'endors pas fort sur le canapé sans lire, et souvent sur le livre en lisant. Et puis là, en plus, j'avais mal rangé mon marque-page, alors j'ai relu 40 pages. Bon. Betsley, 476-486 AG. 1. L'autre côté du soleil. C'est ainsi que Lisbeth, alors peut-être qu'on dit Lisbeth, mais moi j'ai eu tendance à dire Lisbeth dans ma tête, appelait la lune quand elle était petite, pour le grand amusement des gardiennes quand la garderie ouest était encore pour elle la garderie. Elle avait dû voir quelquefois la lune dans le ciel, alors que le soleil n'avait pas tout à fait disparu derrière la haute enceinte du parc-jardin. Entre parenthèses, les yeux d'Élie. Bonne nuit, disaient alors les gardiennes. En tout cas, l'autre côté du soleil flotte dans sa mémoire chaque fois qu'elle évoque la garderie ouest. Comme les lunes pâles ou rousses de son enfance flottaient vers le haut du soir, symbole d'un espace de temps interdit aux petites Mostas, puisque c'était l'heure d'aller dormir, les rangées blanches du dortoir, le silence obscur rempli de souffle. Pourtant, Lisbeth ne serait sans doute jamais restée les yeux ouverts à rêver d'autre côté s'il n'y avait eu Tula. Car Tula était venue de l'espace invisible qui devait exister à l'extérieur de la garderie, autour de l'enceinte circulaire du parc. L'apparition de Tula, c'est le premier vrai souvenir de Lisbeth. Dans la salle de jeu, à la garderie. Elle est seule dans son coin, déjà une habitude. Elle doit avoir 5 années,
Les toutes petites Mostas quittent les nurseries pour rejoindre les grandes dans les garderies quand elles savent marcher. Et Tula, l'aventureuse Tula, a marché très tard, à presque 3 années. Lisbeth a donc 5 années et elle est seule dans son coin. Elle préfère. Elle ne sait encore pourquoi, mais elle ne se sent pas bien quand il y a trop de Mostas près d'elle. Heureusement, les nurseries ont été réorganisées en groupes assez restreints, juste avant sa naissance, où Lisbeth serait devenue folle parmi ces centaines de bébés, puis de toutes petites, toujours ensemble. Elle a eu le temps d'apprendre à se protéger, sans bien savoir comment. La présence des autres n'est plus qu'un malaise indéfini. C'est comme si elles faisaient trop de bruit, même quand elles ne disent rien, ou comme s'il y avait trop d'odeurs bizarres, même quand elles reviennent du bain, tout humide et rose et propre. Ou trop de quelque chose, en tout cas Lisbeth sait que c'est moins pénible quand elle s'éloigne. Fin de bronchite. Les autres Mostas ont eu le temps de s'habituer aussi à Lisbeth, et même de commencer à croire que ce sont elles qui la tiennent à l'écart, et même de commencer à l'exclure délibérément de leur jeu. Et les gardiennes se sont habituées, après plusieurs efforts infructueux pour amener Lisbeth dans le cercle des autres Mostas, et en voyant qu'elle semble se débrouiller très bien toute seule, tant que personne ne vient lui prendre ses jouets, ce que Miralda et sa bande ont cependant commencé de faire depuis quelque temps. Les vrais apprentissages n'ont pas encore commencé. N'ont pas encore commencé, mon Dieu. Oh là là. Et on en est au stade des comptines apprises par cœur, des papiers découpés, et du modelage de terre glaise, des premières tentatives de couture. Et l'attitude de Lisbeth ne fait pas vraiment problème pour les gardiennes. Elle a bien essayé de leur expliquer au début. Mais la réaction de la seule gardienne à qui elle a parlé de ses perceptions bizarres l'a dissuadée d'insister. « Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» avait dit la vieille Tessa. Sa désapprobation incrédule avait été si forte que Lisbeth avait compris et renoncé à en parler. Tout le monde n'était pas comme elle. Elle a 5 années et elle joue toute seule, tranquille. Elle s'est habituée et même de commencer à penser qu'elle a choisi elle-même d'être seule. Ce n'est pas comme Rubio, Touri et Garek, qui jouent toutes seules aussi dans un autre coin. Mais on dit tout seul pour Rubio, Touri et Garek. On dit il, on dit les garçons. Lisbeth ne sait pas bien pourquoi, ni depuis quand. Les gardiennes disent les garçons, et ils lèvent tous les 3 la tête, comme s'ils étaient une seule personne. C'est pour ça qu'on ne les appelle presque jamais séparément. Ou peut-être est-ce à l'inverse, à force d'être appelés collectivement les garçons par toutes les gardiennes, ils ont fini eux-mêmes par ne plus bien se distinguer les uns des autres. Mais Lisbeth est trop petite pour le comprendre. En tout cas, même s'ils sont tous seuls aussi, ce n'est pas comme pour Lisbeth. Elle serait bien en peine d'expliquer pourquoi. Elle dirait que les autres Mostas n'aiment pas jouer avec eux. Elle, ce n'est pas pareil, parce que c'est elle qui n'aime pas jouer avec les autres, n'est-ce pas? Elle est trop petite aussi pour comprendre que c'est l'attitude des gardiennes qui a mis les garçons à part. Et que, comme les autres Mostas, elle imite, inconsciemment, les gardiennes. Pourquoi s'en rendrait-elle compte? Les gardiennes elles-mêmes ne savent pas qu'elles traitent les garçons autrement, et seraient sans doute bien surprises si on le leur faisait remarquer. Je vais rester là pour commencer. Je vais voir si j'en lis d'autres plus tard. Plein de choses. Beaucoup de choses à dire. On va donc suivre cette protagoniste, Lisbeth. Et en même temps, ce n'est pas une biographie, mais elle est le fil. Et ça, c'est une métaphore qui va revenir. Et on arrive au premier souvenir de Lisbeth, et ce premier souvenir, c'est la rencontre de Tula. Et ça aussi, ça va être important. Mais cette rencontre, elle se fait dans un lieu qui s'appelle la garderie Ouest, mais qu'elle appelle la garderie. Et le récit se situe comme ça, pratiquement toujours à hauteur de Lisbeth. Et à partir de Lisbeth, il va s'agrandir. Mais en même temps, on le voit d'emblée, le cadre est celui de cette garderie, et on comprend qu'elle ne connaît pas autre chose que cette garderie, mais que cette garderie, eh bien, elle est au moins pas seulement un lieu de garde collective, comme on a des crèches, mais qu'elle est vraiment pleinement un lieu d'élevage collectif des enfants. Et d'enfants qui sont essentiellement des filles. Avec une étrangeté, il y a un monde du dehors, dehors de cette garderie. D'où viens-tu là? Et Lisbeth va
c'est rendre compte qu'il y aura aussi un monde du dehors où on va quand on a grandi. Et c'est ce monde du dehors qui va apparaître. Et donc on commence avec Lisbeth, avec ces choses mais qui permettent un attachement assez fort d'emblée. Lisbeth n'est pas comme les autres, se sent seule. Je crois que quand on est une grande lectrice, ou un grand lecteur, on va plus facilement s'identifier, puis de toute façon parce que ça va flatter un certain narcissisme, mais qu'on s'identifie assez facilement, qu'on s'attache facilement au personnage qui est seul et qui ne se sent pas comme les autres. À part, d'autant plus donc pour les lecteurs, mais pas uniquement pour les lecteurs. Enfin, quand je dis ça sur un grain de lettres, je ne prends pas de grands risques. Mais ce qui va se passer ici également, c'est que ce monde, il se met en place avec des choses donc très étranges. On voit apparaître des personnages, mais ces 3 garçons sont les garçons. Et ce n'est pas la protagoniste qui raconte, quand bien même on est dans une focalisation interne assez marquée. En fait, on n'est pas exactement dans une focalisation interne. On nous restitue ce qu'a été la focalisation interne, c'est-à-dire le regard de Lisbeth petite, mais avec des explications qui viennent d'une narratrice omnisciente. Et qui va expliquer, mais qui ne va pas tout expliquer. Parce qu'elle se place délibérément au niveau de Lisbeth, et on a quelques informations qui progressivement vont s'élargir. Et donc on va découvrir le monde avec Lisbeth à partir de ce premier souvenir, et pour toute sa vie. Et ça, c'est déjà un élément qui est très important. Alors ce monde, quel est-il ? Je l'ai lu au début. Eh bien, c'est un monde dont la datation nous paraît quand même quelque peu étrange. Betheli, que j'ai lu un peu vite, Betheli. J'ai tendance à dire Betheli, mais ça devrait se dire, je pense, Betheli. 476-486 AG. Et je suppose que c'est après-garde. Et ça, on le sait plus tard. Donc, on est dans une datation où on pourrait croire qu'on est dans l'Antiquité. Mais en même temps, c'est pas JC, là. Donc, ce n'est pas notre datation. Et effectivement, on va comprendre au fur et à mesure du récit, donc je restitue quelques éléments, qu'on est dans un futur assez lointain par rapport à notre futur contemporain et a fortiori pour celui de 1992, donc la date de la publication, à 2-3 siècles. Et ce futur assez lointain, il nous apparaît ici, par cette narration, et on saura qui est la narratrice qu'à l'ultime fin du roman, donc je ne vais rien en dire, parce que là c'est vraiment la fin. Puis c'est pas la question primordiale. Et on va suivre Lisbeth, qui a un destin assez particulier dans un monde qui nous paraît très particulier, et on le voit déjà. Dans ce monde, les garçons sont mis à part par les gardiennes. Pour eux, on dit « il », et c'est étrange de dire « il ». Et effectivement, toute la narration, elle va se faire avec des formes féminines qui ne sont pas l'écriture inclusive que l'on connaît ici, aujourd'hui. Plus, mais qui ont des traits qui peuvent être communs avec la féminine universelle et qui en même temps sont quand même très différents. À savoir qu'il n'y a pas de masculin neutre, mais un féminin neutre. Et qu'on va marquer, et que le féminin l'emportera sur le masculin dans les accords. Et donc c'est là qu'on va repérer quelques petites formes. Et voilà, la petite remarque sur les garçons, elle permet d'emblée de signaler ce qui est pour nous une étrangeté et un renversement complet, avec les yeux d'Élie, on l'a pas encore ici. Est-ce que j'en ai eu des passages dans ce moment ? Pas beaucoup. Alors on a remarqué un vocabulaire un peu étrange, les mostas, qui va pas être expliqué mais qu'on va finir par comprendre. Mais en fait, tous les pronoms impersonnels, donc les il comme il fait beau, ils vont se dire Élie, E2LI. Comme en elle, mais des elle il y en a aussi, mais Élie en fait ce sera aussi le nom de la déesse de ce monde. Et le nom des impersonnels, ce qui amène une sensation qui m'a un peu rapprochée du Lavinia, d'une espèce d'existence un peu pleine et assez forte en sacré, de quelque chose d'un peu sacré. Parce qu'on est quand même dans un monde qui est assez, pas religieux, pas autant que Lavinia, mais où c'est quand même bien plus présent que dans un film philippique, par exemple.
Et je suis pas du tout philique, apocadique non plus. Donc on est dans un monde où les femmes sont majoritaires et les enfantes sont élevées en collectivité par des gardiennes. On n'imaginerait pas un gardien dans ce monde-là. Et où les garçons sont mis à l'écart par les femmes. Et alors là, avec une façon assez subtile, je suis vraiment désolée de la part de la narratrice, à savoir que les gardiennes elles-mêmes n'ont pas conscience de faire une différence là où elles en font une. Ça correspond. Si ça, ces questions-là, au niveau du racisme sur les uns les autres, vous intéressent, il faut vraiment lire au moins la préface de Classé dominé de Christine Delphi, où elle est vraiment limpide sur ces questions de construire une altérité. Mais il me semble que c'est ultérieur. Je crois que Classé dominé, c'est de 2008, donc on ne serait pas dans une application, mais c'est des choses qu'on trouve aussi chez Frantz Fanon, par exemple, dans Peau noire, masque blanc, par exemple. Donc les choses se mettent en place, et on est dans ce monde qui va être renversé, et renversé à bien des égards. Alors, en gros, les éléments que l'on comprend pas tout de suite, mais quand même globalement rapidement dans le livre, et cela en grandissant avec Lisbeth et Tula, c'est que Lisbeth et Tula, mais Lisbeth encore plus, sont des petites filles à part dans ce monde, en raison de leur filiation, mais la filiation, elle est complètement différente dans ce monde-là, puisque il n'y a plus de filiation. Alors, il y a toujours une filiation biologique, mais il n'y a pas de maternité dans le sens d'élevage, même maternel des enfants, et des enfantes. Et on est dans un monde, donc dans quelques siècles, où, en gros, ça c'est plus ou moins dit dans les résumés qu'on va trouver sur Babelio ou autre, les hommes ont dévasté la Terre. Quand je dis hommes, je dis bien les mecs. Plusieurs événements ont eu lieu qui ont amené à l'apparition, la fondation de ce pays des mers, qui donne son titre au recueil, Chronique du pays des mers. Et dans ce pays des mers, il n'y a pas à proprement parler de reines, il y a des mères qui ont quand même un pouvoir politique et religieux, mais on n'est pas non plus dans le faste de l'Église catholique, par exemple. Mais en revanche, il y a très peu d'hommes. Et une grande crainte sur la survie de l'humanité qui a été gérée, et on arrive dans un système déjà mis en place, par une organisation du système familial et ce qui est appelé des lignées, avec des rôles sociaux très très clairement attribués en fonction de la fertilité. Ainsi, les petites mostas sont des vertes. En grandissant, elles deviennent normalement des rouges, ce qui signifie qu'elles sont fécondes. Et quand elles ne sont plus fécondes, elles deviennent, ou alors elles ont toujours été, des bleus. Donc des stériles. Et la société s'organise autour des fécondations entre les filles rouges et les garçons bleus, où donc toutes et tous sont élevés dans le but de ces fécondations qui passent notamment dans le pays de Béthélie par, et pas seulement à Béthélie, par une danse nuptiale à laquelle les petites vertes et les petits verts sont entraînés. Et avec des éducations qui vont donc à un moment se séparer pour répondre à ces rôles. Et les garçons rouges, donc fertiles, ne s'installeront pas dans les différentes provinces de ce pays des mers. Et il y a plusieurs mers, il y en a une par province. Et il y a après des désignations de mer à mer. C'est une espèce de fédération, en fait, ce pays des mers. Ils seront mobiles. Et cela avec, en fait, cela pour garantir une bonne... maintenance, un bon maintien des lignées. Alors, et ces lignées, les personnages les ont tatoués sur les épaules pour qu'il n'y ait pas d'accouplement qui poserait problème, ce qui est logique dans un pays où il n'y a plus de cellules familiales et donc où la plupart des enfantes ne savent pas qui sont leurs parents, alors surtout qui est leur père, ou de loin, parce que alors après c'est quand même très ritualisé, donc on sait, mais qui n'ont que des rapports assez lointains avec leur père et même avec leur mère. Donc un monde qui est déjà structuré autour de ce qui pour nous est une étrangeté radicale,
et qui m'intéresse énormément, notamment parce que les Saint-Simoniens et les Saint-Simoniennes pensent, et le pensent différemment, des systèmes notamment maternalistes pour les Saint-Simoniennes, et avec une collectivisation. Alors, maternaliste autour d'un foyer, mais avec... alors, ce sont des ébauches, hein, ça n'a pas été fait, mais avec des systèmes de collectivisation des enfants, et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans plusieurs projets de socialisme utopique, pour casser justement la dimension patriarcale de la famille, ou l'héritage. Chez Saint-Simonien, c'est pas le patriarcal le problème, ça va être des questions d'héritage, par exemple. De propriété, et pour maintenir une égalité, on va casser la famille. Parce que tout le monde sera égal et ça sera au prêtre de prendre le relais, c'est quand même assez surprenant. Là, on n'a pas de prêtre à proprement parler, des gens qui auraient uniquement un usage sacerdotal. Là, il n'y en a pas. Mais tout le monde est assigné à une tâche et de province en province, eh bien, il y a aussi des spécialisations, mais avec globalement un travail très fort d'autonomisation de chaque province. Et Lisbeth grandit dans ce monde. Elle est extrêmement liée à Tula. Elle finit par en être séparée parce qu'elle doit sortir de la garderie et est élevée pour devenir la future mère. Mais il se passe rien, ce qui fait qu'il se passe quelque chose. Les règles de Lisbeth n'arrivent jamais et donc elle passe du statut de verte à bleu sans jamais être une rouge. Et c'est Tula qui deviendra la mère. Ce qui évidemment pose des problèmes dans leur vie. Alors Lisbeth, qui était à part, est effectivement à part. Ça n'est pas rarissime, cette dimension, cette stérilité dans un monde qui est donc ravagé et qui est entouré de ce qui est appelé les mots-terres, qui sont des terres polluées dans lesquelles il est interdit d'aller, qui sont aux lisières du pays des mers et dans lesquelles sont envoyés les renégates. Mais Lisbeth, avec donc une formation de mère, ce grand attachement à Tula, et une distance avec Tula quand Tula était, et elle-même appelée, vouée à devenir la mère, se retrouve à chercher une autre tâche, un autre rôle, notre vocation, et ça peut un peu rappeler les Meister de Goethe. J'avais dit que j'en parlerai un jour, c'est pas aujourd'hui. Et elle devient ainsi une historienne. D'abord par hasard, parce qu'elle fait la découverte de tunnels qui vont remettre en question ce qu'elle a appris avec la mère, qui en fait est sa mère biologique, Selva. Elle apprend l'histoire du pays des mers, l'histoire de Bethely et de l'ensemble du pays des mers. Mais cette histoire, elle est très fragmentée et très malmenée. Et il y a des centres d'archives, notamment dans ce qui n'est pas exactement une capitale, mais qui joue un peu le rôle d'une capitale dans le pays des mers, Waldenberg, où elle va ensuite s'installer. Mais donc elle découvre un tunnel qui remet en question une version officielle quant à l'histoire de Garde, qui est un genre de Messie, sans que le rapprochement soit jamais fait avec le Christ, mais on a des points communs qui nous donnent aussi des repères. Et qui est la fondatrice du pays des mers. À cette étrangeté s'en ajoute une autre. Lisbeth a eu la maladie assez tard, c'est une maladie qui décime littéralement le pays des mers, mystérieuse, et certaines personnes qui ont eu la maladie, des filles, mais Lisbeth le découvrira aussi plus tard, aussi des garçons, en sortent changées, modifiées, et vont avoir un peu comme une aura, et elles se reconnaissent entre elles, et elles vont avoir, non pas des dons de télépathie, ce serait exagéré, mais une aptitude à émettre, à envoyer, disons, d'une aura, c'est pas très clair, une aura, et entrer en contact avec cette aura de façon assez mystérieuse et étudiée. Voilà. Et on a notamment des chercheuses qui cherchent un vaccin à la maladie, qui est une maladie normalement infantile, mais qui devient bien plus grave quand elle atteint les gens dans l'adolescence, ou à l'âge adulte. Et pour laquelle il n'y a qu'à attendre. Donc là, alors c'est compliqué, mais c'est sur 800 pages, donc on avance tranquillement, et on découvre ce pays des mers, et on découvre avec Lisbeth. Et là, il y a vraiment
une grande force. Je trouve que le choix de partir de la garderie pour ensuite découvrir le monde est parfaitement, j'allais dire adéquate, mais non, c'est vraiment un coup de génie parce que la garderie est un centre. C'est le centre dans un pays qui est entièrement tourné autour de la maternité et de la fécondité. Évidemment que l'élevage des enfantes devient quelque chose d'absolument primordial et de central, mais que partir d'une enfante et de la voir grandir, et une enfante un peu à part, permettra donc aussi évidemment d'explorer une grande partie du pays des mers, pas tout le pays des mers, mais cela, avec une structure autour d'un naïf, hein, que l'on a de façon même parodique chez Candide, et donc très intéressante. Ça fonctionne très bien comme stratégie. Et là où les choses deviennent pour moi vraiment géniales, et là je m'éclatais déjà, et c'est très étonnant d'imaginer ce pays d'un autre temps, d'un temps futur, avec cette organisation sociale, c'est déjà extrêmement fascinant. Mais en plus, Lise Bay devient donc une historienne et exploratrice, donc ce qui a un rôle social dans ce monde. Et elle commence par découvrir donc un tunnel dans lequel il y a un carnet, des carnets, dans lequel elle n'aura pas le droit d'aller. Finalement, elle a fait une découverte, et qui va changer l'histoire officielle du pays des mers, et qui l'oriente, elle, véritablement dans cette carrière d'historienne. Alors, je ne crois pas que le mot historienne soit employé, je ne sais plus, mais elle va commencer à faire des archives, à faire de la recherche en archives et continuer en explorant. Et le texte n'est pas seulement raconté par la narratrice que j'ai signalée, omnisciente, il est aussi entremêlé du journal de Lise Bay et des lettres de Lise Bay à Toulade quand elle s'en va. Et déjà, quand elle s'en va de la garderie, elle lui écrit des lettres pour lui raconter ce qu'elle apprend. Elle lui écrit des lettres quand elle part, ensuite les lettres s'arrêtent, elle prend le relais avec un journal, donc on va avoir d'autres documents. Et elle explore métaphoriquement et littéralement un peu l'histoire de la fondation, donc la généalogie du pays des mers. Et c'est une histoire qui est en grande partie déjà mythique, perdue, reconstituée et à reconstituer. Et donc qui interroge beaucoup, alors ça va peut-être avoir l'air chiant, mais en fait c'est fascinant et ça marche très bien. Donc ce qu'est une archive, ce qu'est un témoignage, ce qu'est la transmission. Et là on est dans un monde qui est non informatisé. Alors on se rappelle que ça date que le livre a été publié en 92, donc il y aurait pu y avoir une place pour le numérique. Mais on est dans un monde... C'est un peu étonnant de se le représenter. Donc la garderie, ça m'a pas mal marqué. On se rend compte qu'elle se trouve dans une garderie en béton et en verre, qui est un vestige du temps d'avant. Comme à un moment est découvert un ascenseur qui évidemment ne marche plus. Et dont qu'on essaie de faire marcher à nouveau. Donc on comprend bien qu'on est dans un monde qui a bien des égards à des traits archaïques. Par exemple au niveau de l'électricité. Il n'y a pas l'air d'avoir d'électricité. Mais et là, je trouve que quelque chose aurait pu être avancé. C'est aussi un monde dans lequel moi, j'ai pas mal de représentations visuelles, mais en fait, il y a par exemple très peu de matière. Voilà. Je sais pas en quoi sont faits les bâtiments en dehors de cette garderie, à quoi les choses ressemblent. Alors, on a des descriptions des personnages, notamment, j'allais dire notamment des femmes, pour souligner qu'elles ne sont pas sexualisées. Et que ça, c'est extrêmement reposant. Et très logique dans un récit pareil. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas jamais dans des relations sexuelles hors des danses. Elles existent, ces relations et ces attachements. Et il y a des relations de compagnonnage, mais elles sont à part. Mais j'ai du mal à comprendre à quoi ressemble une habitation typique de Bethely ou de Wartenberg, par exemple. Voilà. Mais peut-être que cela permet aussi de se représenter avec beaucoup plus de liberté le paysage du pays des mers. En tout cas, voilà, Bethely. Lise Bay devient historienne et elle explore, mais en même temps, elle fournit elle-même des documents qui sont discutés, dont le statut politique et les enjeux politiques au niveau donc, de ce qu'est le pays des mers, vont mener à des querelles, à des déplacements, à des décisions parfois très, très âpres et qui sont données
restitué avec une tension palpable, hein. Enfin, j'étais prise vraiment dans le roman. Mais avec cette grande étrangeté que finalement, eh bien, elle finit par trouver le journal de garde et des documents de proches de garde, et elle fournit elle-même son propre journal. Ce qui va tisser une lignée. Et je parlais tout à l'heure de fil, je parle maintenant de tisser. Une métaphore est récurrente, et notamment quand il s'agit de ces questions historiennes, généalogiques ou archivistiques, c'est celle de la tapisserie d'Élie. Donc Élie, je vous rappelle, c'est le nom de la déesse. Mais il n'y a pas de dieu, c'est déesse en fait. Cette tapisserie d'Élie, elle est vraiment l'image d'une destinée qu'on ne connaît pas, mais dont on verra le motif à la fin. C'est une image qui me plaît beaucoup, alors notamment parce qu'elle est présente, c'est une image qui a une histoire, hein, qui n'a pas été inventée ici pour ce roman, mais qui est vraiment très très joliment reprise. Je l'ai trouvée chez Renan, parce que Renan avait visité jeune la manufacture des Gobelins avec le petit séminaire, et il aime beaucoup, enfin il y a des passages, c'est pas très très courant chez Renan, mais il y a quelques passages assez beaux où il parle de l'histoire comme une tapisserie en train de se faire, et ceux qui la font ne la voient pas comme les ouvriers, parce qu'en fait quand on tisse, on n'est pas du bon côté de la tapisserie. Il faut finir et être de l'autre côté pour voir le motif. Donc c'est à peu près la même image, il n'y a pas cette idée d'arrière de la tapisserie, me semble-t-il, mais il faudrait peut-être reprendre. Je rappelle que c'est un truc que j'ai lu avant de dormir. Mais cette image de la destinée, elle est assez présente parce que on est dans une société où les rôles sociaux sont très marqués, où ils peuvent bouger, mais c'est rare, et ça sera le cas pour des personnages exceptionnels comme Lisbeth, avec cette surprise du non-événement, c'est-à-dire de la non-arrivée des règles, et qui donc bouleverse sa vie et sa lignée, et donc vraiment tout le fil auquel elle devait être accrochée, et il lui faut tracer d'autres lignées, et finalement elle passe d'un rôle social qu'elle ne peut pas assumer, qui est un rôle quasi familial, ou en tout cas dans une espèce de famille élargie, politisée, étatisée, pour autant qu'on puisse parler d'État dans le pays des mers, pour arriver à quelque chose qui va s'interroger plus sur les lignées historiennes, et notamment la lignée de Garde, donc la fondatrice du pays des mers. C'est pour ça que le titre de chronique, qui est un titre rématique, c'est le titre qui va annoncer le genre, fonctionne particulièrement bien, parce que le récit, en suivant Lisbeth, va suivre aussi ses explorations, et donc de ces chroniques, on arrive à d'autres chroniques, d'autres temps, et on suit avec Lisbeth cette espèce de... Donc en fait, on apprend avec elle cette histoire du pays des mers, mais on n'apprend pas tout. Il y a encore, par exemple, il y a des choses, par exemple le rôle des Judith, je ne l'ai pas complètement bien compris. J'ai compris que c'était une espèce de province, une genre de peuplade plus réactionnaire, et assez réactionnaire, mais on ne voit pas les Judith, et en même temps ça dessine des confins et des lointains qui sont très évocateurs, alors dans un roman qui est déjà assez long, hein. Mais voilà, d'avoir des chroniques de chroniques et des réflexions sur les chroniques et sur le sens de l'histoire et sur le rôle de l'histoire, dans une histoire qui est déjà lointaine pour elle et qui serait notre futur. Parce qu'en fait, il y a des moments qui sont comme des clins d'œil, qui ne sont pas du tout des rigolades, mais qui restent quand même des petites connivences, où notre présent, au moins celui de 92 et des années d'avant, apparaît comme un passé tellement lointain et perdu qu'on ne le connaît plus. Et ça, c'est quelque chose qui peut rendre assez pessimiste sur une destruction de la planète, avec un virus, enfin, il y a vraiment des choses qui, j'ai envie de dire, après 2 ans de Covid et avant les présidentielles, peuvent sembler prémonitoires, et ce n'est pas ce que je souhaite. Mais j'ai déjà dit ici, sur cette chaîne, et sur mon blog par ailleurs, à quel point je peux continuer à travailler sans devenir folle, mais personne ne me croira quand je dis cela, parce que je me dis que je fais au moins des archives pour l'avenir. Et il y a quelque chose d'extrêmement ironique et qui en même temps me plaît énormément et que je trouve extrêmement touchant
en lisant Chronique du pays des mers, c'est que finalement, si je me projette dans ce monde, les archives que je construis ne parviendront même pas, parce qu'il y aura au moins 2 ou 3 mondes avant le monde du pays des mers. Et je m'en porte bien, en fait. Parce que il y a quelque chose en moi qui croit vraiment à cette image de la tapisserie et à cette exploration. Je tiens à dire que Lisbeth est un personnage auquel on s'attache, notamment parce que c'est la protagoniste et qu'on va suivre vraiment son parcours avec les éléments que j'ai déjà indiqués. Mais Lisbeth, en même temps, est un personnage qui, à plusieurs moments, peut être vraiment désagréable, et notamment quand elle désapprouve la conduite de ses amis ou de ses proches ou d'autres gens, elle peut être assez sèche. Et j'ai trouvé cela aussi très bien, d'avoir ces moments qui font qu'on n'est pas dans une identification totale à Lisbeth, où les choses ne vont pas forcément fonctionner, mais nous amener à avoir nous aussi cette distance qui nous rappelle que Lisbeth n'est pas une narratrice à la première personne, elle est une protagoniste. Et la narratrice, en fait, on l'oublie quand on lit Chronique du pays des mers. À part ses étrangers, j'ai mis du temps à comprendre que le tout était un pluriel générique pour tous. Mais voilà, donc j'ai aimé qu'on ne s'attache pas entièrement à Lisbeth, ce qui ne veut pas dire qu'on ne suit pas ses aventures avec un immense intérêt. Et j'ai énormément aimé aussi cette écriture qui, voilà, va inclure des mots qui sonnent comme des emprunts, mais qui sont des néologismes, les mostas, et qui passent par cette féminisation donc des impersonnels, des pluriels, enfin, quelque chose qui n'est pas fait pour être une langue inclusive, mais qui est fait pour montrer ce qu'est un pays dans lequel les femmes concrètement dominent, et dans lequel les hommes sont... Je ne sais pas si je peux dire des pompes à sperme, parce que c'est plus que cela, mais sont d'abord des géniteurs, et rien d'autre. Et là aussi, sur cette question-là, Lisbeth démarre avec les préjugés de sa société, et même les inquiétudes par rapport aux hommes, et revient. Peut-être un mot qui va être général, qui est un semi-divulgachage, mais sur l'ensemble du roman, et qui m'amène à une certaine tristesse, mais absolument pas à un désintérêt ou à une critique négative du roman, sur ce qui reste de l'ordre d'une peur du viol des femmes ou d'une peur des relations sexuelles. Alors notamment parce que ces relations sexuelles sont, on l'a compris, très encadrées, ritualisées par des danses, des parades, des formations, puisque le but, c'est de faire des bébés. Et quand je dis des bébés, c'est des enfants, hein, c'est pas des garçons. Enfin, il faut des garçons parce qu'il n'y en a pas assez, mais on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, il faut surtout des enfantes. Dans le monde tel qu'il se construit dans le pays des mers, et il est remis en question. Et le statut des hommes va être largement remis en question pour justement montrer qu'il n'y a pas une discrimination, là c'est pas du tout un vocabulaire adéquat, mais une injustice profonde à l'encontre des hommes. Et c'est très très intéressant de le lire en tant que féministe habituée à vivre des injustices en tant que femme et à voir des injustices subies par les femmes, de les voir dans l'autre sens, pour se rappeler que l'essentialisme n'est pas une option, en fait. Et en même temps, il y a cette espèce de peur du viol qui reste pour les jeunes filles, les jeunes rouges, et qui fait que, sans le comprendre et sans savoir ce qui doit se passer, parce qu'elle n'est pas initiée, Lisbeth n'est pas fâchée d'être une bleue. Et ça reste. Et ça reste. Et ça, je me demande vraiment si... Alors, donc, c'est un choix d'Elisabeth von Arburg de l'avoir fait, et je pense que c'est vraiment important pour dire quelque chose des relations femmes-hommes, comme on dit, actuelles, aussi. Même si ce livre n'est pas un manifeste, un plaidoyer immédiat du tout. En fait, là, si on veut y voir un intérêt pour l'actualité, on va être dans l'expérience de pensée ou l'urgence climatique, d'abord, hein, vraiment. On peut aussi se rappeler que j'appartiens à la dernière génération qui n'aura pas de problème de fertilité massif. Ça veut pas dire faites des bébés, hein, ça veut dire ça va pas bien se passer. Hein.
Mais ça, j'ai trouvé que c'était pessimiste, mais je n'ai pas de meilleure réponse à apporter. Parce que ces expériences de pensée, voilà, je me dis si ça n'aurait pas été satisfaisant que les femmes violent les hommes, et les hommes s'en sortent pas bien non plus dans ces affaires-là, du tout. Mais la peur d'une cruauté masculine, même dans ce contexte d'oppression des hommes, par des femmes, par les femmes, qui ne veut pas dire une liberté ou un pouvoir de toutes les femmes du tout, et en fait il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont du pouvoir dans ce livre, qui ont un vrai pouvoir. Ça me donne peut-être envie de réfléchir à ce que donnerait la suite des chroniques du pays des mers, c'est-à-dire peut-être un pays des filles, peut-être. Bon, c'est une pirouette pour finir. J'ai adoré. J'ai adoré l'épaisseur temporelle mise en place dans ce livre et cette façon de placer l'archive et la difficulté des archives. Alors, et les archives, elles s'élargissent, elles vont être des affiches, elles vont être des récits oraux. Alors, pour moi, pleine lignée de Renan, hein. Elles vont aussi être les jeux d'enfants, comme des rites, où le journal de garde est un journal de petite fille, donc comment l'interpréter? Enfin, toutes ces questions qui vont se poser autour de ce qu'est un document et de quel statut peut avoir un document dans un pays qui n'a plus accès à son passé, parce que les choses ont été tellement ravagées qu'on revient en temps du mythe. Donc on est dans quelque chose qui finalement croise le post-exotisme de Volodine Dreger ou Bassman. On est dans du Renan aussi, au niveau de ce qui est l'histoire. Bon, là, je vous parle de ce que j'aime. Hein. On est aussi dans pas mal d'éléments qui m'ont rappelé Lavinia, et avec énormément de plaisir. Mais parce que j'ai lu Lavinia avant. Sinon, je crois que je ne suis pas chronologique, là. On me dira. Mais j'ai vraiment adoré Chronique au pays des mers. Ça valait les semaines de lecture. Je vous dis à bientôt.